tous, bienvenue dans votre émission Fil d'encre, votre émission littéraire, c'est sur Télé Africa. Aujourd'hui, nous recevons Dominique Douma, auteur, compositeur, chanteur, comédien, metteur en scène dans les classiques du répertoire africain. Également titulaire d'un master et d'un doctorat en théâtre et arts du spectacle vivant de l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Douma est l'auteur de l'autobiographie Moigny, publiée à Société des écrivains en 2018. Cette œuvre a plusieurs dimensions, à savoir ethnographique, géographique, historique, politique, diplomatique, artistico-culturelle et plus encore. Bonjour Dominique. Bonjour Christmel. Très forte de vous recevoir dans le cadre de notre émission littéraire Fil d'encre. C'est moi qui suis très heureux aussi de partager avec les téléspectateurs de Télé Africa quelques bribes de mon parcours à travers ce roman. Alors, comme ça, vous démarrez votre récit par les origines et compositions de votre famille issue de l'ethnie Vili, membre du royaume Longo. Il fallait d'abord que je mette en place pour le lecteur mes origines, parce que chez nous en Afrique, l'arbre généalogique a un sens. Lorsque nous voulons dompter par exemple le karma de ce que nous vivons, on a le droit de consulter d'abord notre arbre généalogique. D'où nous venons, qui sommes-nous et où nous allons. Et c'est la raison pour laquelle je pense que tout auteur qui veut situer l'espace ou bien la culture dans laquelle il est inspiré pour écrire son œuvre doit d'abord se situer d'abord généalogiquement. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé de mon arbre généalogique concernant la communauté linguistique Vili, parce que le point focal de mon roman concerne ce conflit qu'il y a eu entre des Vili avec des Vili, qui sont de la même racine, mais qui sont dans deux zones géographiques, et il a fallu que ce conflit-là arrive pour qu'on se rende compte que même quand on est chez soi, on peut toujours être un étranger chez soi. Voilà, Dominique qui nous met déjà en haleine dans le cadre de son ouvrage. Le véritable point central de votre œuvre tourne autour du match de football, dit match retour éliminatoire de la première édition de la Coupe des Tropiques, le 14 juillet 1962, entre le Gabon et le Congo-Brazza, au stade Félix Éboué de Brazzaville. Pour cela, Dominique, nous allons vous demander de nous gratifier au sujet de ces événements, tout en lisant les pages 9, 10 et 11, afin que tout le monde puisse trouver son point d'ancrage. Bon, je vais donc le faire selon la demande, cher Christmel. Alors, en 1962, le stade Félix Éboué de Brazzaville est le théâtre du match retour des éliminatoires de la première édition de la Coupe des Tropiques opposant le Congo au Gabon. En effet, le 14 juillet de l'année en cours, le Gabon avait gagné le match aller au stade Révérend Père Lefebvre de Libreville sur le score de 3-1. 2 mois après, précisément ce 16 septembre, le Congo doit prendre sa revanche en rapportant largement le match s'il veut être qualifié. Pour le prochain tour, bien sûr. L'enjeu est historique. Le gouvernement congolais déclare chômé, férié et payé cette journée de l'après-midi où se déroule depuis quelques minutes le match retransmis en direct sur les ondes courtes de Radio Congo. En vous, l'auditoire composite d'adeptes et des moins passionnés de foot suit le match à la radio grâce aux haut-parleurs placés spécialement pour l'occasion aux déventures des bistrots et autres lieux publics. Le score à l'approche de la fin du temps réglementaire est de 3-1 en faveur du Congo qui doit impérativement inscrire 5 buts à domicile pour se qualifier d'office grâce à la différence des buts et empêcher le match d'appui qui départage en cas d'égalité de points. La perspective
survolte l'équipe congolaise qui met la pression sur les derniers instants du match. Mais la hargne des stratèges attaquants décidés à tuer le match se heurte aux ultimes allées spectaculaires de Moubamba, suprême et ultime rempart de la défense gabonaise, totalement assiégée par le 11 congolais, traqueur du but libérateur. Mais rien ne passe. Moubamba seul contre tous est impérial. Il dévie avec ses poings nus les tentatives acharnées des joueurs congolais dominateurs et survoltés. Leurs puissants tirs des bottines sont inefficaces contre son bouclier mystique. Il bondit sans cesse, tel un félin agressé par des projectiles et intercepte de vicieux ballons avec les manœuvres d'une araignée, rythmée par un jeu vexant de sauts de jaguar. Son extraordinaire exploit réduit à néant les affronts et face à face de Léopold Ndeye, dit Flamion giboulateur, le téméraire et mythique manchot numéro 9 du football congolais, redouté pour ses légendaires salves mystiques, souvent transformées en saguets meurtrières pour expédier au cimetière les gardiens de but les plus redoutables. Malheureusement, pour les Congolais, le score reste inchangé au terme des minutes additionnelles. Moubamba plonge la nation congolaise dans le désarroi d'un échec humiliant. Ah oui, parce que bien que le Congo l'emporte, les supporters sont insatisfaits. Cette victoire qui équivaut à une défaite est âprement commentée en lingala et en kikongo, les deux langues nationales, par des reporters sportifs très chauvins qui attisent la colère des auditeurs mécontents. Les commentateurs en direct décrivent comment la pelouse du stade est prise d'assaut par les 25 000 spectateurs chauvins qui, dans un élan nationaliste, décident de châtier les joueurs gabonais qui ont déjoué les pronostics de la qualification. L'arbitre est protégé dans une voiture de police. L'équipe du Gabon et son entraîneur français se cachent pendant plus de 2 heures sous les gradins du stade pour éviter d'être molestés. Mais le pire reste à venir. Et oui, le récit touchant des joueurs gabonais de retour à Libreville, expliquant s'être fait agresser au Congo, déclenche chez leurs compatriotes une violente réaction. Des sévices sanglants contre les Congolais habitant Libreville sont suivis de la décision du président Léomba de les expulser vers Pointe-Noire. Les villes établies depuis les années 40 dans les quartiers de Libreville, tels que Avenue de Cointé, Campagne, Glace, Montagne, Sainte, Montbouet, Nombakele, Petit Paris, Plein Niger, Lui et Toulon, étant minoritaires et bien identifiés dans les souches autochtones de nationalité gabonaise, ne sont pas cependant inquiétés. Mais la portée des mesures gabonaises entraîne des représailles encore plus graves contre les Dahoméens, Gabonais, Sénégalais et Togolais habitant les quartiers populaires de Brazzaville et Pointe-Noire qui s'embrasent simultanément. Et comme une traînée de poudre maléfique, la haine assombrit l'atmosphère. Le score final qui laisse supposer de l'élimination définitive du Congo pousse les mécontents au vandalisme. Ils brûlent et détruisent les immeubles des immigrés au Congo en pillant également leurs biens. Les Gabonais, surpris par la réaction inattendue de leurs sympathisants et sympathiques voisins de quartier, sont les plus recherchés et malmenés. Les expatriés indignés et sans défense assistent à la destruction de leur patrimoine. Et ceux qui bravent la foule sont impitoyablement massacrés au bâton, barres de fer, blocs de pierre, coupe-coupe et autres armes meurtrières. En ce début de l'ère décolonisée, le conflit qui s'ingère dans les choses du football crée les émeutes Congo-Gabon de 1962. Le match d'appui n'est pas organisé. Merci Dominique pour cette lecture empreinte de lyrisme, une lecture qui relate ces événements dramatiques. Alors on peut dire que vous êtes l'un des témoins privilégiés de cet événement dramatique? Bien sûr que oui. J'en suis un témoin vivant parce que c'est une
C'est une tragédie qui a bercé mon adolescence, mon enfance. J'avais 9 ans quand j'ai vécu cette tragédie et c'est parce que, en tant qu'enfant, né en Afrique, j'ai eu peut-être un mental assez fort pour ne pas psychologiquement avoir, disons, des effets négatifs en grandissant. Parce que ce que j'ai vécu était très traumatisant. Et il fallait être, disons, assez fort déjà pendant cette adolescence-là pour être, disons, à mesure de me souvenir encore de ce qui s'est passé. Et moi, je m'étais juré, hein, c'est l'un des défis que je me suis donné en tant que jeune qui me sentait déjà créateur. Je me disais toujours, lorsque j'aurai la possibilité d'écrire, il faut que j'écrive cette histoire pour, disons, pour raviver la mémoire de ce qui s'est passé et peut-être profiter de cette écriture-là pour dire plus jamais il faut que des situations comme ça n'arrivent parce que des tragédies pareilles, il ne faut jamais les vivre 2 fois dans sa vie. Alors Dominique Douma, pour un devoir de mémoire. Cependant, on se rend compte que lorsqu'on fait un zoom sur un aspect particulier de ces émeutes dites xénophobes, on se rend compte qu'il y a la situation du Vili du Congo contre le Vili du Gabon. En somme, une agression fratricide. Comment avez-vous vécu cela? Mais c'est un peu la conséquence, disons, des frontières artificielles qui nous ont été imposées par disons, le système colonial. Vous avez dans plusieurs pays, des peuples qui sont d'une même zone, mais qui sont, disons, artificiellement séparés par des frontières qui sont, excusez-moi le mot, qui sont des fois presque absurdes, parce qu'on ne peut pas comprendre que le Congo et le Gabon, qui sont des pays frères, dans lesquels on retrouve les mêmes communautés linguistiques, parce que quand vous allez par exemple au Congo, vous retrouvez les Pounous, les Vili, voire même les Téké, les Mboshi. De ce qu'ont dit aussi certains Fans. Voilà. Les Fans, par exemple, vous les retrouvez au Cameroun, au Gabon, en Guinée équatoriale. Et du côté du Congo, vous avez les mêmes ethnies. Vous retrouvez des Vili, des Bapounous, les Pounous, les Zébi, et ainsi de suite. Alors, on a du mal à comprendre que ces frontières artificielles arrivent à faire en sorte que des enfants qui sont disons, de la même fibre ancestrale soient, disons, divisés ou se considèrent comme étant des ennemis et des étrangers sur leur propre sol. Et c'est la raison pour laquelle moi je pars du principe que ce roman que j'ai mis en place pour relater, disons, ces événements-là, soit une forme de mesure préventive. Parce qu'on dit souvent, mieux vaut prévenir que guérir. Pour que, de cette expérience-là, que les peuples qui doivent se sentir frères aujourd'hui se disent qu'au plus jamais, comme je l'ai dit tout à l'heure, on doit arriver à ce stade où, entre frères, on s'entretue, alors que tout est fait pour que nous soyons unis pour faire avancer l'humanité, la société. Voilà, vous quittez la mission catholique de Mayumba Saint-Odile, vous repartez chez vous à Lubomo, c'est Lubomo, oui. Lubomo. Et puis, au bout d'un certain temps, vous avez 10 ans et vous êtes obligé de repartir sur Pointe-Noire pour vos études suite à la demande de votre oncle Jean-Claude. Votre oncle, l'un des personnages quand même assez important dans ce texte, eu égard au portrait psychologique que vous faites de lui. Oui, permettez-moi de rappeler ce tonton Jean-Claude-là, parce que chez nous, les Vili, l'arbre généalogique fait en sorte que les enfants, par exemple, d'un mariage, sont matrilinéaires. Chez nous, les Vili, on est matrilinéaires. Donc, l'oncle a, entre guillemets, droit de vie et de mort sur ses neveux. Donc, moi, quand je suis né, à l'âge de 5 ans, cet oncle Jean-Claude m'a pris
comment on appelle ça, m'a adopté. Il a demandé à mes parents, à mon père et à ma mère, qu'ils m'élèvent comme il a été élevé par eux. C'est comme ça qu'effectivement, depuis l'âge de 5 ans, je suis parti, j'ai été élevé par mon oncle. C'est pourquoi c'est un point focal, c'est un personnage central sur mon éducation. Et quand la guerre Congo-Gabon s'est passée, il se trouvait en France. Et quand il est revenu après son stage, je me trouvais à Lobomo avec la famille. Et c'est lui qui a réclamé que je reparte au Congo pour poursuivre mes études. C'est comme ça que, après le petit séjour de Lobomo, je suis reparti au Congo pour revivre une autre expérience, disons, de mon adolescence. Bien sûr, on y a vu les arts plastiques, la musique, le sport, sans oublier le mouvement des pionniers. Oui, parce que ce qui est intéressant avec ce deuxième retour au Congo, Brazzaville, à Pointe-Noire, c'est à ce moment-là que, j'étais devenu quand même mature maintenant. À l'âge de 11 ans, je pouvais maintenant, c'est à partir de cet âge que j'ai commencé à découvrir, à rencontrer l'art. Parce que le mouvement pionnier faisait en sorte que dans les établissements scolaires, on nous apprenait déjà à chanter. C'était l'époque des groupes vocaux. À faire, par exemple, à jouer déjà des scénettes à la fête, par exemple, de fin d'année scolaire. Et ça nous a appris aussi à devenir déjà un peu révolutionnaires. Parce que tout simplement, on étudiait déjà le marxisme-léninisme. Et on a vu des grandes personnalités se battre pour que le peuple opprimé ait, disons, qu'on appelle ça, une bonne espérance de vie. Et parmi ceux qui ont lutté pour le peuple congolais, qui était opprimé, qui subissait l'injustice, il y a Franklin Bukaka. Dont l'assassinat vous a... Absolument. Parce que lorsque j'étais gamin au lycée Victor Savournia de Brazza, excusez-moi, avec tout le groupe des révolutionnaires, ils sont venus nous dire: aujourd'hui, chers enfants, vous n'aurez pas cours parce que tout simplement, nous sommes en train de mener une révolution pour que vous, enfants, vous ayez une vie meilleure que celle que vos parents sont en train de vivre en ce moment. Et c'était la dernière fois que je regardais Franklin Bukaka parce que, un mois après, le coup d'État qu'ils ont voulu mener pour revendiquer, disons, la bonne vie, disons, de ce peuple-là a échoué. Ils ont été arrêtés et il a été assassiné comme un vulgaire animal et puis enterré dans une fosse septique. Et ça m'a fait mal de voir ce grand panafricaniste qui luttait pour son peuple meurt de cette manière-là. Et pour terminer d'ailleurs, une autre image qui m'a marqué. Au stade de la révolution de Brazzaville, on a vu certains martyrs de cette révolution-là mis comme des bêtes dans un bernier et qu'on a promené dans le stade, disons, de la révolution avec nous, élèves comme spectateurs, un peu comme cela se passe. On précise qu'ils étaient déjà tous morts. Hein. Ils étaient morts. Ils étaient exécutés. Mais on les a stockés comme des animaux, nus, hein, dans un berlier. On les a promenés pour nous faire voir, nous, les jeunes élèves, en disant, voilà comment terminent tous ceux qui veulent se proclamer comme étant des révolutionnaires, alors qu'ils luttaient pour des bonnes causes. Vous voyez, tout cela m'a traumatisé. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, quand je vois au XXIe siècle la même barbarie, la même barbarie contre la liberté d'expression, la liberté de vouloir que le peuple vive bien, quand je vois tout cela, je me dis, excusez-moi Chrismel de vous le dire, je me dis, j'ai l'impression que la barbarie a vécu hier, vivra aujourd'hui et vivra toujours. C'est pas que je suis pessimiste, mais on ne peut pas non plus être dans l'optimisme béat. Parce que quand vous voyez comment de gens meurent
pour leurs idées, pour que l'humanité change, on se dit, quelque part, c'est pas demain la veille. C'est pas demain la veille. Et j'ai l'impression que le décret que le bon Dieu avait dit, je crée le monde pour que les gens naissent et meurent de plusieurs manières, j'ai l'impression que c'est un décret qu'on ne pourra jamais, disons, radier. Alors, Dominique, de retour au Gabon, il y a deux faits majeurs dans votre ouvrage, notamment le Festac 2017 et le point central de votre ouvrage, c'est-à-dire votre initiation au Bwiti. On aimerait en savoir davantage sur ça. Ben, ce sont deux événements qui sont pour moi importants parce que ce sont des événements artistiques et culturels. Vous voyez, mon roman, par exemple, c'est un roman de l'exil et de la quête de soi. Et c'est l'art, à partir déjà, surtout l'art professionnel, à partir de la contribution, la participation du Gabon au deuxième Festival mondial des arts nègres à Lagos, oui. Festac 77, c'était en 1977, que je me suis révélé en tant qu'artiste au grand monde. Vous voyez, je suis entré dans les arts, comme on dit, par la grande porte. Parce que c'est là où j'ai commencé à jouer mes grands rôles au théâtre. J'ai joué Makendo, de la pièce Le combat de Bombay de Vincent de Paul Nyonda, et Dieu, dans la pièce de Feundong Damas, Le procès de Dieu. Ce sont les deux pièces que le Gabon a présentées à ce festival-là. Je parle de ce festival parce que c'est pour faire comprendre aux téléspectateurs que le Gabon, dans le temps, a été un véritable porte-flambeau dans le concert de l'art, disons, et de la culture mondiale. Et moi, j'ai été parmi les personnes qui ont été dans ce mouvement-là. Mais cette ouverture que j'ai eue en matière de théâtre, en matière de musique, en matière de danse, en matière de folklore, a été pour moi le premier chemin d'une forme de quête d'identité. Parce que dans tout ce que je fais dans l'art, de tout ce que je fais dans le théâtre, me pose des questions. Et mon initiation au Bwiti est le prolongement de cette même quête de soi. Quand on a vécu ce qu'on a vécu dans le récit que je propose aux téléspectateurs et aux lecteurs dans Moueni, on se pose plusieurs questions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur ce que c'est l'être humain, sur ce que c'est l'humanité, sur ce que c'est les conflits, sur ce que c'est par exemple les viols, l'utilisation du viol comme arme de guerre, de la lâcheté de certaines personnes. Et en m'initiant au Bwiti, par exemple, c'est pour aller comprendre beaucoup de choses. C'est pour comprendre le monde immatériel et aussi le monde matériel. Parce que nous vivons dans ces deux mondes-là. Donc, ceux qui veulent comprendre ce que moi j'ai pu, disons, retirer de ces expériences-là, il faut qu'ils lisent le roman parce que dans le roman, je retrace un parcours d'un être humain qui se cherche, qui veut comprendre et qui a des pistes de réponses. L'art m'apporte des réponses et nos religions autochtones aussi, qui nous mettent en contact avec Dieu, nous donnent aussi des réponses. Mais ce sont des réponses relatives au destin des uns et des autres. C'est pourquoi je dis, tout ce que je viens de dire m'ont apporté grand-chose, mais je demande aussi aux téléspectateurs, aux lecteurs, de lire le roman pour qu'ils comprennent ce que moi j'ai pu retirer de toutes ces expériences-là. Peut-être qu'ils peuvent aussi y trouver une réponse, on ne sait jamais. Parce que lorsque nous écrivons, nous auteurs, ou bien vous qui êtes en train de faire par exemple ces émissions de partage, ben, c'est bien pour, ou bien nos amis qui sont à la caméra, bon,
même Télé Africa, qui diffuse cette émission-là, c'est un partage, disons, d'expériences que nous faisons. Il y a un feedback entre ceux qui apportent et ceux qui regardent et qui font en sorte que nous tirons des conclusions sur le devenir de l'humanité. Merci Dominique. Nous voilà arrivés au terme de votre émission Fil d'encre. Nous recevions l'auteur Dominique Douma qui nous a signé l'ouvrage Moigny, une autobiographie écrite dans un style non empoulé mais quand même assez savant à certains niveaux. Nous nous retrouverons prochainement pour un nouveau numéro. Merci à tous.